j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme en ce mercredi matin. On est mercredi 17 aujourd'hui et il est presque 9h30. Oui. Je suis réveillée depuis un moment, j'étais réveillée par un moustique qui m'embêtait. Et quand j'ai regardé l'heure, il était que 6h. Je dis ah. Donc j'ai flemmardé quand même une petite heure dans mon lit. J'ai été sur Insta, sur Pinterest, voilà. J'ai flemmardé. Ensuite, je suis descendue parce que je devais faire pipi. Donc la paille de la nature m'a dit allez Sandra, sors de ton lit. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu mes routines et j'étais faire mon sport. Et j'ai eu raison parce qu'il fait déjà bien chaud. Aujourd'hui, on va avoir vraiment chaud. Donc je peux remercier le moustique, ça m'a épargné d'avoir trop chaud à 9h pour faire mon sport parce que du coup je l'ai fait, il était 8h et déjà là je peux vous dire que j'ai éliminé les toxines, hein. J'en ai sué des gouttes. Allez, quoi de prévu aujourd'hui? Donc aujourd'hui on va au moulin, voilà. Donc je vais vous faire montrer, il y a plein de nouvelles farines, je vais vous faire montrer après un petit peu sur le site, comme ça je vous montrerai un petit peu le moulin auquel je vais, les différentes sortes qu'il y a de farine, etc. Malheureusement il n'y a pas les prix, donc je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure quand j'aurai mon ticket de caisse, voilà. Parce que sur le site il n'y a pas les prix, je pense qu'il y a une fluctuation trop souvent avec la farine, avec le prix du blé, donc du coup pour éviter de refaire le site à chaque fois ils mettent pas les prix dessus, mais il y a leur assortiment de farine. Et oui, et je disais j'ai vu 2-3 farines nouvelles que je voudrais tester, 2 sur, voilà. Alors, donc moulin, après c'est tout, mais je pense qu'on va y passer une bonne partie de l'après-midi puisqu'on va en profiter pour aller se promener au bois. Et ensuite en cuisine, aujourd'hui, ce midi c'est sandwich poivron rôti, épinard, feta, donc avec les poivrons rôtis qu'on a fait hier. Et je vais faire du houmous après aussi parce qu'il y a du houmous aussi dedans, avec un yaourt. Et ce soir c'est une tarte rustique ricotta tomate aubergine, avec en dessert une panna cotta à la verveine avec sa compotée d'abricots. Alors ça c'est une idée de Céline, quand je vous ai fait les abricots rôtis au barbecue, au miel avec de la verveine, elle m'a dit que c'était très bon aussi comme ça, donc du coup je vais tester, on verra, mais bon je ne doute pas que ce soit très bon. Et puis je vais retenter, enfin remanier un petit peu ma recette de panna cotta, parce que logiquement la panna cotta c'est avec de la crème, mais moi j'ai un souci, c'est que quand je veux éliminer la crème de ma panna cotta, j'ai une dissolution qui se fait dans ma verrine en fait, et je me retrouve avec une partie un peu gélatineuse avec l'agar-agar qui se met dans le fond, et sûrement la partie plus crémeuse du lait, enfin je sais pas, qui se met au dessus. En fait j'ai 2 couches, pourtant je fais bien chauffer mon agar-agar, voilà. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce que ça se dissout pas bien, est-ce que c'est l'agar-agar que j'utilise, mais c'est l'agar-agar que j'achète au magasin bio, donc logiquement c'est pas la première fois. Et j'avais pas ce souci là quand je mettais de la crème, donc je pense que ça doit vraiment venir de là quoi en fait. Donc je vais essayer, j'ai fait des petites recherches et je vais tenter une autre façon de la faire pour voir ce que ça donne. Et ensuite, donc du coup on va devoir faire la pâte à tarte, la panna cotta, la compotée de l'abricot. Il faut que je prépare du skyr aussi en prévision du dessert de demain. Voilà, donc le programme en cuisine ce matin. Alors là je vais m'occuper de mes kéfirs, parce que nourrir mon levain, je n'ai pas besoin de le faire, il est au frigo. Je vais faire un pain aujourd'hui, j'en ferai pas un ce soir. Souvent j'en fais 1 sur 2. Donc comme là hier soir quand je l'ai utilisé, je l'ai nourri et je l'ai mis au frigo, et je le renourrirai que demain matin en fait. Voilà, pour refaire un pain demain soir. Voilà comment un petit peu je fonctionne quand je saute un jour. Donc si je fais un pain tous les jours, il me reste du pain en fait et je le jette. Donc je préfère faire un pain tous les 2 jours. Surtout que là en plus je vais en avoir besoin puisque ce midi c'est des sandwichs. Donc va falloir le faire assez vite, le mettre en forme. Puis avec le soleil qui fait, ouais, ça devrait aller, il va vite monter. Allez, du coup je m'occupe de mon kéfir et puis on attaque en cuisine. J'ai mis en forme mon pain, il est en train de lever, je l'ai mis au soleil et il est bien en train de lever du coup. Là j'ai mis mon four en route, je vais pouvoir le faire chauffer. J'ai fait mon houmous, donc c'est la recette que je vous ai déjà partagée. Je vous mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos si vous voulez. Il faut juste tout mixer en fait, vous mettez tous les ingrédients dedans et vous mixez. En fait moi ce qu'il y a c'est que je mets beaucoup moins d'huile d'olive que dans la version originale pour avoir un houmous qui soit un peu plus léger, voilà. Hop. Je vais faire aussi ma compotée d'abricots. Donc là j'ai mis 250 g d'abricots avec 30 g de xylétol. Et je vais faire cuire juste ça, enfin jusqu'à ce que ça devienne une petite compote quoi, en fait. Voilà.
Bon, on y va du coup hein, pour la panna cotta. La compotée est en train de se faire et la panna cotta, on va la... Enfin, ça va être une pseudo panna cotta parce que la vraie panna cotta, c'est de la crème cuite. Il n'y a pas de gélifiant, il n'y a rien de tout ça dedans. C'est juste de la crème qu'on fait réduire en fait et qui s'épaissit. La véritable panna cotta, logiquement, c'est ça. Nous... On avait déjà allégé un peu ça, enfin dans la recette, on avait déjà allégé un petit peu tout ça en mettant du lait et de la crème. Mais comme je vous ai dit, moi quand je fais ça, j'ai l'impression que mon agar-agar se met dans le fond. Donc du coup j'ai un petit peu fait des recherches et tout pour voir. Et j'ai vu que dans certaines recettes, ils ajoutaient de la maïzena. Et je me suis dit, ah c'est peut-être pas bête parce que du coup ça lie le tout. Et on a quand même le cassant parce qu'on ajoute quand même de l'agar-agar. Mais tout est lié avant de mettre en verrine en fait, c'est déjà un petit peu épaissi, donc du coup je pense que ça se dissociera moins dans la verrine, on verra. Alors comme je vous ai dit, ma verrine, ma panna cotta, je vais l'aromatiser avec de la verveine, donc j'ai pris de la verveine fraîche du jardin. Si vous en avez pas, vous pouvez peut-être essayer avec de la séchée. J'ai mis dans un petit faitout, j'ai mis 400 ml de lait demi-écrémé. Voilà, et je vais ajouter du coup, j'ai ajouté aussi 40 grammes, donc moi c'est du xylitol, j'ajoute, alors là j'ai l'équivalent de 3 petites branches de verveine, et j'ai ajouté aussi 150 ml de crème de cajou, vous pouvez mettre de la crème légère si vous voulez, c'est pour avoir quand même ce petit côté onctueux qu'a la panna cotta, apporter un tout petit peu de matière grasse quand même dedans. Alors pour faire ma crème de cajou là, parce que c'est de la maison, c'est celle que je vous avais partagée. Je vous avais partagé une crème de cajou épaisse la semaine dernière, et en fait j'ai juste pris cette crème de cajou épaisse et je l'ai diluée à un quart pour enfin à un tiers avec de l'eau. Donc en fait j'ai mis 50 grammes de, comme là pour avoir 150 ml de crème de cajou, j'ai mis 50 grammes de crème épaisse de cajou avec 100 grammes d'eau, j'ai mélangé et du coup je me retrouve avec une crème de cajou liquide. Hop, donc que j'ajoute du coup au lait, au sucre et à la verveine, et on va faire infuser ça. Donc je vais porter mon lait à ébullition, et une fois qu'il sera à ébullition, je vais éteindre, je vais laisser un petit peu 5 minutes ma verveine infuser, et ensuite on enlèvera la verveine et on remettra sur le feu avec de l'agar-agar et de la maïzena du coup, et on va faire épaissir, reporter ça à ébullition. Alors j'avais récupéré un petit peu de lait avant de le faire chauffer pour pouvoir y dissoudre ma maïzena. Donc là j'ai mis 15 grammes de maïzena, je le dissous à l'intérieur. Je vais enlever du coup mes feuilles de mon lait, mes feuilles de verveine qu'ils ont bien infusées. Je vais les enlever. Ça sent bon. Encore un peu chaud. Voilà. Donc là du coup je vais y ajouter mon lait et ma maïzena. Et je vais ajouter mon agar-agar, c'est ce qui va faire le côté cassant de la panna cotta, donc 2 grammes. Voilà. Et là on va mélanger et on va reporter à ébullition. Alors une fois que ça a bien épaissi, enfin ça a épaissi, ça reste liquide hein, mais c'est... Voilà, logiquement ça devrait pas se dissoudre là, enfin se dissocier. Alors j'ai mis dans mes verrines ma compotée d'abricots et je vais recouvrir du coup délicatement avec la crème façon on va dire panna cotta. Donc voilà, du coup ces petits pots on va les mettre de côté, on va les laisser refroidir et on verra du coup ce que ça donne avec l'ajout de maïzena dedans. Je vous dirai ce soir. En tout cas là logiquement ça devrait pas se dissocier, mon agar-agar devrait bien rester partout et je devrais pas avoir un côté gélatineux dans le bas. Après peut-être la quantité, je verrai si je dois en mettre moins ou si ça va. Voilà, je vous dirai ça du coup ce soir quand on goûtera. Là je vais ranger un tout petit peu, puis on va attaquer du coup la dernière chose de ma liste à faire ce matin, la pâte à tarte. Ah, on y va du coup pour cette pâte à tarte. Alors cette pâte à tarte, je vais en faire que pour une tarte. Donc si vous voulez faire 2 tartes, il faudra doubler les quantités. Je vais utiliser des farine d'orge mondée et une T110, donc une farine complète. Vous pouvez si vous le voulez
remplacer cette quantité de farine. Donc là j'ai 100 g de farine d'orge mondée et 80 g de farine bis, de la T110, mais vous pouvez très bien, si vous le voulez, remplacer ces 180 g au total par de la farine blanche, hein. Voilà, ça pose aucun souci à la recette. Il faudra peut-être juste mettre un tout petit peu moins d'eau parce que moi ma farine va réclamer un petit peu plus d'eau, donc allez-y progressivement pour l'eau. Alors je vais tester, je vais utiliser la margarine que j'ai achetée, donc la Saint-Hubert Oméga 3. On verra, c'est la première fois que je l'utilise. Comme je vous ai dit, je recherchais quelque chose justement pour faire les pâtes salées, les pâtes... Si on ne veut pas utiliser celle du commerce, qu'on veut les faire maison, il nous faut une matière grasse en fait pour pouvoir avoir une belle texture. Et alors j'aurais pu aussi le faire avec de l'huile aussi. Il faudrait que j'essaye une fois aussi. Mais là je voulais tester avec une margarine pour voir, parce que ça manque quand même. Surtout dans les pâtisseries. Ah, il y a certaines pâtisseries quand même qu'on a du mal à remplacer au niveau de la matière grasse par autre chose. Mais voilà, après du coup j'ai cherché, j'ai essayé de trouver la mieux. C'était celle-là qui ressortait le plus souvent, donc du coup j'ai pris celle-là. Ce qui m'embêtait, c'est qu'il y a de l'huile de palme dedans. Alors ils disent que Saint-Hubert contribue à la production d'huile de palme certifiée durable, mais en fait bon, question écologique ok, mais après c'est surtout aussi au niveau des mauvaises graisses qu'il y a dans l'huile de palme. Mais celle-là elle contient quand même pas mal d'huile de colza, pas mal d'huile de lin, donc du coup elle a une bonne contrebalance en fait entre les omégas, les différents omégas et tout. Donc voilà, comme je vous ai dit, je cherchais par dépit, j'ai posé mon dévolu sur celle-là. Si vous utilisez autre chose, dites-moi. Dans les pâtes sablées, les pâtes brisées, voilà, ce genre de pâte, quelle margarine vous utilisez pour pouvoir la faire maison. Alors je sais, comme là la pâte brisée, j'aurais peut-être pu la faire avec de l'huile d'olive ou quelque chose. Mais après, à part le beurre, voilà. Après l'avantage, quand on fait attention à sa ligne, c'est que celle-là elle est moins calorique que le beurre, ça c'est sûr, moins calorique aussi que l'huile aussi. Donc voilà, alors on verra ce que ça donne du coup. Bref, on y va. Donc dites-moi vous quelle huile vous utilisez pour vos pâtisseries, surtout les pâtes comme ça. Alors l'huile de coco, je ne veux pas l'utiliser parce que je suis pas pour... Enfin voilà, très bien dans les produits de beauté, les trucs comme ça, mais pas en cuisine. Après c'est une question de choix, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein, ce que je dis à chaque fois, hein. Voilà. Hop, on y va. Donc du coup, dans mon bol, alors moi je vais la faire au robot, vous pouvez très bien la faire à la main, vous pouvez aussi le faire avec une lame en S dans un robot hachoir, c'est ce que je fais d'habitude aussi. Là j'ai mon kitchen, donc je vais le faire dans le kitchen, mais autrement voilà, vous pouvez très bien vous débrouiller sans. Alors dans le bol de mon robot, j'ai mis déjà ma farine, j'ai mis 80 g de farine, donc comme je vous ai dit, farine bis, donc la T110, la farine complète, et 100 g de farine d'orge. Je vais ajouter une pincée de sel. Moi, comme c'est pour faire une pâte avec des tomates et des aubergines, un peu aux accents du sud, je vais aromatiser un petit peu ma pâte et je vais mettre de l'origan à l'intérieur. Donc voilà, je vais mettre un petit peu d'origan. C'est pour ça que je vous dis, on aurait pu la faire aussi à l'huile d'olive. Et bon, là je voulais tester la margarine, vous voyez, voir ce que ça donne. Voilà, moi j'en mets l'équivalent d'une petite cuillère à café. Je vais ajouter du coup la margarine. Donc je vais mettre 80 g de margarine. 50 g de margarine, je dis des bêtises. Alors celle-là il est écrit sans conservateur, sans... voilà, sans conservateur, 100% végétal, fait en France. Voilà. Bon, il y a quand même des arômes à l'intérieur, hein, mais il n'est pas écrit ce que c'est les arômes. Donc à mon avis ça doit être des arômes de beurre ou quelque chose comme ça, mais c'est dur de trouver quelque chose qui est 100% clean de toute façon. Voilà, donc je vais commencer à pétrir un tout petit peu et ensuite je vais préparer un petit récipient avec de l'eau dedans. Je vais préparer 70 ml d'eau, mais je ne sais pas si je vais tout mettre. Voilà. Voilà, donc il y a mon beurre, ma farine, mon sel, mon origan, pas ma margarine, pas mon beurre. Et je commence à pétrir. Et j'ajoute un tout petit peu à la fois de l'eau jusqu'à ce que j'obtienne une pâte qui se tienne. Donc là j'ai 70 g, je vous dirai combien il me reste après. J'ai tout mis l'eau. On va voir ce que ça donne.
Bon, bah, nickel. Donc moi, c'est comme je vous ai dit, c'est une farine qui boit assez. Donc du coup, elle avait besoin quand même de pas mal d'eau. Mais donc en fonction de votre farine que vous utilisez, vous allez peut-être devoir avoir besoin de plus ou moins d'eau. Donc là, du coup, ma pâte est bien pétrie. Je vais la laisser reposer au frigo jusqu'à ce soir que je l'utilise. Allez, pâte dans un petit bol avec une petite charlotte au-dessus et elle va tendre ce soir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire mes aubergines. Comme mon four va pour mon pain, enfin il vient d'aller, je viens de le sortir, donc il est encore chaud, je vais le remettre en route. Je vais faire cuire mes aubergines, ce qu'il fallait qu'elles soient cuites, pré-cuites pour la tarte de ce soir. Comme ça, voilà, ce soir, j'aurai plus de de cuisson entre guillemets à faire, puisqu'il y aura quand même la cuisson de la pâte à faire, de la tarte à faire, mais j'aurai plus de préparatifs, j'aurai juste à garnir ma pâte, c'est tout. Voilà, allez, au frigo et on s'occupe des aubergines. Voilà, j'ai coupé mes aubergines donc à peu près en demi centimètre, je les ai mis sur une plaque, j'ai juste pulvérisé un tout petit peu de bombe dessus pour pas que ça attache, un peu de sel et je vais les faire cuire comme ça. C'est juste pour qu'elles soient cuites, pour qu'elles mettent moins de temps et qu'elles dégorgent pas trop dans la pâte, dans la tarte de ce soir. Parce que l'aubergine, ça met quand même du temps à cuire pour que ça soit bien fondant. Et puis ça recrache pas mal d'eau aussi. Donc voilà, pour éviter d'avoir une tarte toute détrempée, on les fait pré-cuire. Il est 13 h, on va passer à table. Donc du coup j'ai mis, ce midi c'était des sandwichs avec du houmous, des poivrons grillés et de la feta et des épinards. Je vais vous montrer. En fait là il y a juste avec le pain tout frais. Il y a encore un petit peu chaud, je l'ai coupé, sacrilège parce qu'il ne faut pas le faire logiquement. Mais bon, il nous fallait de quoi faire nos sandwichs. Alors, vous voyez quelque chose? Oui. Alors les épinards, le houmous qu'on a fait tout à l'heure, les poivrons grillés qu'on a fait griller hier, de la feta émiettée et du bon pain. Voilà. Et en fait, on va tartiner le pain avec du houmous, mettre un peu de feta, du poivron et des épinards. Voilà. Sandwich tout en fraîcheur. Et puis avec ça, s'il faut, il y a de la tomate, des choses comme ça. S'ils n'ont pas assez avec le sandwich, il y a des crudités à côté s'ils veulent. Et oui, encore. Voilà ce que ça donne une fois le sandwich assemblé. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Ça y est, on a fini de manger, cuisine rangée. Je vais faire ma liste. Donc je vais vous montrer un petit peu le site du moulin, comme je vous ai dit. Je l'ai commencé à la faire. Donc comme j'ai dit, il y avait 2-3 farines, des nouvelles que je voudrais tester. Alors le moulin où on va, c'est le moulin Wast. Alors rien à voir avec le moulin avec les ailes, hein, vous voyez. Alors en fait ça se situe à Mont-Saint-Pével. Donc ça va en or, enfin voilà. Ici c'est les ouvertures, donc il y a les ouvertures du magasin. Donc il est ouvert toute la semaine de 14 h à 18 h et il est ouvert aussi le samedi matin. Et on va aller voir les produits du coup. Alors en fait il existe des farines lambda, donc le gruau rouge c'est la farine de force, froment, T65, 80, 110, etc., etc. Ensuite il existe des farines bio. Donc là il y a la crème d'épeautre que je vais sûrement reprendre. Je vais prendre la T65, de la 80, de la 110, 150 je vais pas la prendre parce que ça c'est la intégrale et c'est celle que j'utilise le moins en fait. Donc du coup je vais pas en prendre. Je vais reprendre de la farine de seigle, de la farine d'épeautre. Le sarrasin je vais pas en prendre parce que j'en ai encore. Je vais prendre du petit épeautre et en fait c'est celle-là, la Corazane. Alors je me demandais ce que c'était et en regardant en fait c'est hop. C'est une farine qui est connue mais pas sous ce nom-là en fait. En fait, c'est la farine de Canut. C'est exactement la même chose. Donc après, il y a les autres céréales, donc châtaigne, crème d'avoine, crème d'orge, l'épeautre 70, le maïs, voilà. Et ensuite, il y a les mix ici. Donc comme là, moi j'utilise quelques mix, donc dont le multigraine. Et aussi le 7 céréales. Voilà, les autres je les utilise pas forcément. Ensuite il y a les graines, ça vaut vraiment le coup au moulin. Oh vous voyez rien. Au moulin ça vaut vraiment le coup parce qu'elles sont beaucoup moins chères. Bon c'est des gros contenants parce que ça doit être des sacs de 1 kg voire 2 kg. Et franchement ça vaut le coup. Alors ensuite il y a les flocons.
Il y a des sacs d'1 kilo et ensuite on a les sacs de 2 kilos. Donc là moi je vais prendre peut-être les mix que je prends d'habitude en 2 kilos et encore le multigrain je l'ai encore, donc je vais prendre sûrement cette céréale. Et qu'est-ce que je vais prendre aussi en 2 kilos? Ah oui, c'est celle-là. C'est une nouvelle farine, en fait c'est une nouvelle céréale qui vient d'apparaître, donc c'est le Tritordum. Alors quand on appuie dessus, ça vous ouvre une autre page et en fait ils disent que c'est une nouvelle céréale qui vient d'apparaître. C'est le meilleur du blé dur et de l'orge dans une nouvelle céréale. En fait c'est un mélange du blé et de l'orge. Donc je suis curieuse de tester. Je vais regarder ce que... Alors ils disent que c'est une... Alors quand on va sur les valeurs nutritionnelles, quand on veut aller... Donc ils disent que c'est une farine qui est riche en acide hyaluronique, donc c'est la base des diètes méditerranéennes. Il y a beaucoup de lutéine dedans qui réduit les risques de maladies ophtalmologiques. C'est une farine qui a une digestion plus facile et qui est plus adaptée à ceux qui ont des intolérances au gluten. Il y a plus de fibres, il y a 30% de fibres en plus. Et voilà. Et en fait, voilà, une haute teneur en fructane reconnue comme étant des probiotiques favorisant le développement et l'équilibre de la flore intestinale. Et en fait, donc les fibres, quand j'en parle beaucoup, c'est parce qu'en fait, ils ont des vertus non seulement sur le transit, mais ils augmentent aussi la sensation de satiété et ils réduisent les risques de maladies cardiovasculaires. Donc voilà, c'est pourquoi je parle aussi beaucoup de fibres. En fait, c'est pour ça a vraiment des bienfaits sur la santé. Donc voilà un petit peu au niveau des farines. Donc du coup j'ai fait ma petite liste. Comme je vous ai dit, je vais reprendre la 65 parce que c'est celle que j'utilise le plus. De la 85, la 80 en fait c'est celle qui est entre c'est la bis en fait, enfin la bis, c'est celle qui est entre la 65 et la 110. Elle est moins complète que la 110. Je vais prendre de la seigle. Alors je vais voir s'ils l'ont en bio en T170 ou autrement s'ils l'ont en bio en 85, moins complète, parce que la T170 c'est vraiment complet. Donc je vais reprendre de la crème des potes parce que j'en ai plus. On va tester du coup la farine de Kamut parce qu'en fait c'est une farine qui a un léger très très bas. Je vais reprendre de la Morena aussi, donc ma farine de blé dur, c'est celle que j'utilise pour faire mes pâtes à pizza, les gnocchis, enfin voilà, les choses comme ça, je l'utilise pas mal. Je vais tester du coup la Tridorium, la Tritorium, je sais pas comment elle se dit ce mot, mais je vais la prendre en 2 kilos pour tester. Et puis je vais prendre de la petite épeautre et un mix de cette céréale que j'ai plus non plus. Donc voilà, donc là je vais réveiller chérie qui est en train de faire une petite sieste. Puis on va y aller. Je vais me préparer de quoi goûter aussi parce qu'il est déjà 3 h. Donc je vais sûrement avoir un petit creux sur la route. Comme je vous ai dit, c'est pas à côté de la maison. On est bientôt arrivé au moulin. On a essayé de convaincre nos 2 ados de venir avec nous pour qu'on puisse aller se balader au bois. Mais non, voilà, pas moyen. Alors on les aurait bien forcés, hein, mais bon, si vous avez des ados, je suppose que vous savez ce que c'est qu'un ado qu'on a forcé. Il va nous pourrir la vie et nous faire montrer qu'il avait vraiment pas envie d'être là. Donc autant qu'il reste à la maison, hein. Voilà, donc nous on ira peut-être quand même faire un petit tour après. On va aller voir, déjà on va aller au moulin, là on est à quoi, 2-3 minutes. Puis ensuite voilà, il est 4 h là, on a encore un petit peu de temps. Puis le repas de ce soir est déjà pratiquement prêt, donc en fait il n'y a que ça ici, c'est au milieu des champs, donc il n'y a que des fermes qui vendent leur production. Avec des belles maisons style un petit peu voilà, des vieilles maisons style fermière, enfin voilà, genre de maison que j'aime bien. Et le cadre, moi chérie n'aime pas trop la route, ils disent qu'elle est longue parce qu'on est en plein milieu des champs et que voilà, faut le temps qu'on la passe. Ouais, bah c'est pas de l'autoroute quoi en fait, hein. Oh, un vélo, et c'est des petites routes où il n'y a qu'une voiture qui passe. Et voilà, et comme là il y a un vélo avec une ligne blanche, ben vous attendez ou vous poussez le vélo au cul. Voilà, allez, on va aller chez Safarine puis on va aller au bois du coup. Et je vais vous montrer un petit peu le cadre.
C'est agréable cette petite balade au bois. Il faisait très doux, très bon. Et puis là, franchement, il fait vraiment beau aujourd'hui. On avait 30 dans la voiture. Ah, et puis pas rien de vent. C'est vraiment chouette. Alors, je vous fais montrer le plein que j'ai fait. Alors, voilà un petit peu mon emplette pour aujourd'hui. Alors, j'ai pris, comme je vous ai dit, de la farine. Donc là, c'est de la 65 bio. C'est celle que j'utilise le plus souvent. Et c'est celle que j'utilise en complément avec les autres farines. Quand, mettons, je veux faire un pain avec de la farine complète, j'utilise celle-là en complément. La Morena, donc c'est la farine de blé dur, c'est celle que j'utilise, comme là que j'ai utilisé pour faire des gnocchis, enfin voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, j'ai repris du gluten de blé, il est beaucoup moins cher, enfin je vous dirai après les prix, je vais peut-être vous les dire en même temps. Donc là, en 5 kg, j'en ai eu pour 5,50 €. La Morena, donc la farine de blé dur, j'en ai eu pour, alors que je dis pas de bêtises, farine de blé dur, 5 €. Le gluten, alors le gluten c'est 4,60 € les 2 kilos. Alors vous imaginez que c'est le prix. Même, enfin, c'est la dernière fois j'en ai acheté au magasin bio, j'ai payé 6 € et des brouettes pour 1 kilo. Même pas, pour 500 grammes. Donc vous imaginez hein, la différence de prix. Ensuite, j'ai pris de la farine de petit épeautre. Donc c'est pas la même chose que l'épeautre. C'est deux farines qui se... Enfin, c'est deux céréales différentes. Donc là, j'ai pris un petit paquet parce que c'est une farine qui est pas panifiable. Elle n'a pas beaucoup de gluten dedans. Donc c'est plus parce que c'est une farine qui a un IG très bas. Donc c'est plus pour l'utiliser en pâtisserie que je l'ai acheté. Et là par contre elle était chère. Hein. C'est 7,30 € le petit paquet. Bon, beaucoup moins cher quand même qu'en magasin bio hein, pour 2 kilos. Mais voilà. Ensuite, donc farine de blé bio type 80. Donc celle-là c'est une... pas une bis mais entre les deux en fait, voilà, ou la bis c'est celle-là, enfin c'est vrai qu'il y en a qui appellent ça la bis, enfin voilà, on sait pas trop, c'est pour ça que je préfère dire le type à chaque fois. Logiquement je pense que celle-là ça doit être considéré comme la bis et celle-là la complète et ensuite vous avez l'intégrale, la T150. Donc la bis j'en ai eu pour, donc toujours en bio, 5,50 €. Donc là j'ai pris de la 110, donc celle-là c'est de la complète, c'était 5,50 € aussi, à chaque fois c'est des paquets de 5 kilos. Donc là toujours en bio, j'ai pris la crème d'épeautre biologique, donc là par contre c'est le grand épeautre en fait, voilà, c'est pas le petit épeautre, c'est une autre céréale. Et là par contre c'est pareil, elle est un peu plus chère aussi, elle est à 11,25 € pour 5 kilos. J'ai repris de la farine de seigle, alors cette fois je l'ai pas pris en bio parce qu'il y avait que de la 170 en bio. Donc du coup c'est de la farine qui est bien complète. Et la farine de seigle 170, rien que pour faire un pain... Enfin voilà, elle n'est pas du tout bien panifiable et tout. C'est bien pour nourrir le levain ou vraiment en toute petite quantité. Mais pour faire un pain de campagne, moi j'aime bien mettre seigle et T65. Et ben en fait, si vous mettez de la T170 en seigle, vous allez vous retrouver avec un pain qui est vachement costaud. Nous on aime bien les farines, enfin les pains qui sont une mie bien alvéolée, bien levée. Donc du coup voilà, je préfère prendre, du coup j'ai supprimé le bio et j'ai pris de la normale. Alors en plus c'est de la 85, donc c'est de la blanche en fait, ce qui sont considérés bio, enfin qui est considérée blanche en seigle. La T170, faut mieux la prendre en bio, hein. Ça c'est sûr parce qu'on utilise le grain entier. Alors ensuite j'ai pris un paquet de 2 kilos, donc ça c'est pareil, c'est de la farine de canut, donc c'est du Khorasan, je pense que ça se dit, donc c'est un blé ancien en fait, mais c'est pareil, il n'est pas très bien panifiable, donc du coup, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je me renseigne un peu plus, c'est une première fois que je l'achète, mais c'est aussi parce qu'il a un IG très bas, donc je voulais la tester, et puis pareil son goût, voilà, il est très bon, donc c'est surtout pour changer de goût de pain en fait, hein, que je change de farine, comme la farine d'épeautre, j'aime bien, ça donne un petit goût de noisette au pain, celle-là je sais pas, mais je voulais goûter. Ensuite j'ai pris un petit mix de cette céréale, donc pareil j'ai pris un 2 kg, d'habitude je prends 5 kg, mais je vais très longtemps avec, parce qu'en fait je mets que 200 grammes quand j'en fais, je mets moitié farine, parce qu'en fait ils disent qu'il faut la mélanger, il n'est pas écrit, ah non, il y a écrit information et recettes sur le site,
Mais ils disent qu'il faut la mélanger 50% avec de la farine plus blanche, donc comme la T65 ou la Froment. Donc du coup je prends un petit paquet parce que là si je mets 200 grammes ça me fait déjà 10 pains avec juste un petit paquet. Donc j'ai de quoi venir faire. Ensuite j'ai pris donc du coup la nouvelle céréale. Donc eux ils appellent ça Pharaon Or. Donc c'est le Tridordium. Alors j'ai pris une 70, il y avait aussi une intégrale, mais comme c'est la première fois que je vais l'utiliser, je ne savais pas trop, donc j'ai préféré prendre en 2 kg, on va voir ce que ça donne. Je lui ai demandé si elle était panifiable, il m'a dit oui, mais qu'il fallait quand même l'utiliser en complément avec une autre. Donc du coup à mon avis ça va faire comme le mixé de céréales, je vais pouvoir faire pas mal de pain avec. Alors le mixé de céréales, je vous ai pas dit, j'ai payé 3 € pour le paquet de 2 kg. Il y a tout en fait dedans, voilà, c'est une farine de blé, farine de seigle, farine d'orge, farine de blé dur, farine de sarrasin, en fait il y a déjà tout dedans. Et celle-là je l'ai payée 3,40 €, donc j'ai trouvé quand même assez raisonnable pour une nouvelle farine comme ça. Donc en tout, pour tout ça, donc j'ai combien de kilos de farine? Donc là j'en ai 10, 20, 30, 40. Ouf, pour 40 kg de farine, j'en ai eu pour 62,75 €. Voilà, si vous voulez une petite approximation de prix. Donc je trouve que ça va... Enfin voilà, je trouve que c'est pas très excessif. 40 kg de farine, il faut vous dire que vous allez faire... alors si on compte 500 grammes par pain, ça vous fait 80 pains. Donc si je divise, je vais aller chercher ma calculatrice, je pense. Donc déjà du coup là ça vous fait une moyenne de 1,56 € le kilo de farine, en sachant que j'ai des farines quand même qui valent relativement cher, comme le gluten, enfin c'est pas considéré comme une farine mais voilà, qui est très cher en magasin bio. Il y a quoi aussi, la farine de canut, c'est pareil, c'est une farine qui est très chère. L'épeautre aussi, quand vous allez en magasin bio, c'est très cher. Et donc du coup, comme je vous ai dit, donc 80 pains à peu près, 62,75 divisé par 80, ça vous fait 1,78 € le pain. Donc on va dire qu'il n'y a plus que l'eau, puisqu'il n'y a que l'eau que vous allez rajouter là, puisque là, le vin, voilà, c'est de la farine qui nous sert déjà. Donc il y a peut-être l'électricité, on va dire que ça revient même pas à 1 € le pain quoi, en fait. Donc voilà, ça vaut quand même le coup je trouve. Bref, alors il m'a donné un petit prospectus en fait sur la farine, donc la farine de Tridordium. Ils disent que c'est une nouvelle céréale naturelle née du croisement de l'orge sauvage et du blé dur. Elle a pris son acte de naissance en Espagne. Nous la désignons par la marque Pharaon Or pour ses origines méditerranéennes. Cette nouvelle farine apporte des fonctionnalités nutritionnelles couleur et goût pour les pains, viennoiseries, pâte à foncer, génoises, crêpes, gaufres et autres gâteaux de voyage. C'est bon pour vous. Alors le Pharaon Or s'associe curieusement du mode alimentaire méditerranéen pour la santé et le bien-être. Pharaon Or est une source de fibres, matières minérales et protéines équilibrées. C'est une farine tout usage favorable à la préparation de levain. Ah, on verra ça. Je vous donnerai un retour. Hein. Donc voilà, donc le moulin, c'est le moulin Waast, W-A-A-S-T, et c'est à Mont-Saint-Pével, si vous voulez, comme je vous ai dit, voilà, je vous ai fait montrer, ils ont un site internet avec tous leurs coordonnées, tout, si ça vous intéresse, j'essaierai de le mettre en barre d'infos, si j'oublie pas. Allez, donc là du coup, moi je vais me mettre à travailler. En attendant, Chérie est partie au potager, elle est partie arroser, il est 18h10. J'ai pratiquement rien à faire pour le repas de ce soir, donc j'ai un petit peu de temps. Donc c'est ce que je vais faire, je vais prendre de l'avance sur le montage de la vidéo. Alors je suis en train d'étaler la pâte pour faire la tarte rustique. Alors je vais faire... je vais pas la mettre dans un moule en fait, on va la garnir et on va la couper. Un peu comme une tarte que je vous avais partagée avec des nectarines, je pense que c'était, ou des pêches. Voilà. Donc on l'étale, elle est assez facile à étaler. J'ai étalé la pâte, je l'ai mise sur une plaque, je l'ai mis comme ça parce qu'après on va retrousser tous les... le bord vers le centre de la tarte. Donc là je vais la mettre au frigo en attendant qu'on prépare la garniture. Alors là j'ai 200 g de ricotta, on va l'aromatiser, donc on va ajouter à peu près
Il y a 3 grammes d'ail, une petite gousse d'ail. Hop. Du basilic. Donc là, j'ai 5 feuilles de basilic que j'ai ciselées. On va saler, poivrer. Et on va mélanger tout ça. Donc on y va. Donc j'ai sorti ma pâte. J'ai ma ricotta qui est mélangée avec mon basilic, mon ail, du sel, du poivre. J'ai 2 tomates coupées en tranches assez épaisses. L'aubergine que j'ai fait cuire tout à l'heure. Et j'ai aussi 10 grammes de pignons de pain aussi. Alors on va mettre la ricotta sur le centre de la pâte. Et on va l'étaler en laissant un bord tout autour. Donc ensuite on met tomates, aubergines. Voilà, on garnit. Donc voilà, j'ai mis les courgettes et les aubergines et il ne reste plus qu'à refermer la pâte. Voilà, sur le dessus. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à saupoudrer avec les pignons de pain et on va l'enfourner. Donc avant d'enfourner, on va quand même mettre un petit coup de moulin de sel et de poivre pour assaisonner un petit peu les tomates qui sont sur le dessus. Voilà. Et c'est parti. Du coup, à 180-200 degrés, moi je mets mes tartes et tout. Je mets pas de la chaleur tournante, je mets ça à la chaleur statique. Et on va l'enfourner pour à peu près 20 minutes, 30 minutes, ça dépendra de votre four. Voilà, la tarte elle est cuite. On va pouvoir passer à table. Voilà ce que ça donne du coup. Je vous montrerai une fois qu'elle sera coupée. Donc voilà une fois coupée à quoi elle ressemble. Et avec ça on va manger salade, tomate. Voilà. Je suis en train d'égoutter mon skir. On vient de finir de manger. On est en train de nettoyer et faire la vaisselle. Enfin, pour l'instant, c'est Chéri qui fait. Hein? L'égalité des sexes. J'ai fait à manger. Il fait de la vaisselle. On a donc le repas. C'était nickel. La pâte, la tarte a plu à tout le monde. Même Stécie et même moi qui n'aime pas trop la tomate cuite. Enfin, ça passe, moi, maintenant. Mais Stécie n'aime pas la tomate cuite. Elle n'aime pas l'aubergine. Et la tarte, elle m'a dit, bah, tout ensemble, ça va bien. Donc du coup voilà, donc la pâte elle était bien croustillante, c'était voilà à refaire. Pour le dessert c'était très très bon, la panna cotta avec la compotée d'abricot, la verveine qui va très bien avec l'abricot, et puis la texture de la panna cotta, ça s'était pas dissocié comme je vous avais dit, donc la maïzena a fait son job on va dire, et au niveau de la texture et tout franchement top. Voilà, je pense que je vais adopter la maïzena dans la panna cotta, pseudo panna cotta, puisque comme je vous ai dit c'est pas une vraie panna cotta. Donc voilà, donc du coup là moi je vais aller continuer à monter ce vlog et puis ensuite on va aller faire un petit plongeon dans le spa pour finir la soirée. Chéri, il lui reste plus que 2 jours, logiquement c'est officiel, encore 2 et c'est les vacances, hein? Encore 2 dodo, comme on dit aux enfants. Allez, donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye, bisous, à demain.